Madame, monsieur, bonsoir. Plus de 40% d'augmentation sur les oignons, entre 20 et 30% d'augmentation sur les salades, plus de 30% pour les carottes. C'est ce que l'on a pu constater depuis quelques jours sur les marchés de la région parisienne. Cette hausse massive représente-t-elle un coup de boutoir sérieux contre le plan barre ou s'agit-il d'une flambée passagère? C'est bien sûr la question que l'on est en droit de se poser. Officiellement, du côté de la direction des prix, on attribue ces augmentations au gel et, disons plus généralement, aux mauvaises conditions climatiques de la fin de l'année. D'un autre côté, on peut aussi s'interroger sur l'attitude de certains grossistes ou intermédiaires qui ont peut-être profité des circonstances pour donner, disons, un coup de pouce à leurs étiquettes. Cela dit, comme souvent dans ces cas-là, la vérité est bien sûr entre les deux. Tout a commencé l'été dernier avec la sécheresse. Si la pluie et le froid sont revenus, les conséquences du manque d'eau se font encore sentir, et cela certainement jusqu'au printemps prochain. Souvenez-vous, nous diffusions ces images il y a quelques semaines. Ce qu'on voit là, c'est un champ de salade? C'est un champ de salade. Vous voyez, il en manque au moins 80%. Il y a des petites salades éparpillées à droite à gauche et Voilà. tout. Mais elles sont comestibles, celles qui restent là? Celles qui restent ne sont même pas commercialisables parce qu'elles n'ont pas le volume requis pour être commercialisées. Aujourd'hui, ces légumes manquent sur votre marché. Ajoutez à cette pénurie l'augmentation de la demande. Par les froids qui courent, les Français mangent du pot-au-feu. C'est tellement meilleur avec des carottes, des choux, des pommes de terre. Toutes ces causes d'augmentation des prix, les détaillants les admettent facilement. D'autant plus facilement qu'ils n'y sont pour rien après tout. C'est un peu le manque de marchandises et surtout l'effet de la semaine de vacances entre la Noël et le jour de l'an où les produits d'importation ne sont pas arrivés sur le mine de Rungis et la forte demande de fruits et légumes étant toujours très importante dans les 15 premiers jours de janvier. C'est provisoire là. C'est-à-dire que là, c'est provisoire pour peut-être certains articles, mais par exemple pour la carotte ou la pomme de terre, il va y avoir certainement encore des hausses très importantes vu le manque de marchandises. Très peu de carottes en Italie, très peu de carottes en Espagne et l'Allemagne étant une très forte demandeur et ayant des devises, enfin de l'argent très fort, peut se permettre de payer beaucoup mieux que nous, ce qui vient très peu de marchandises en France. Il faut ajouter un troisième élément pour expliquer la flambée des prix. Bien sûr, le gouvernement a limité les marges des détaillants. Aussi, la hausse des prix à la production n'est pas amplifiée par le commerce de détail. Mais voilà, cette restriction ne s'applique pas aux producteurs, expéditeurs et grossistes qui en ont profité pour augmenter leur rémunération, soutient la direction des prix, qui d'autre part s'inquiète car les légumes représentent près de 2% dans l'indice du coût de la vie. Aussi, les détaillants peuvent-ils aujourd'hui affirmer « la hausse des prix, ce n'est pas nous ». Les perdants sont encore une fois les consommateurs. Ça peut passer Les prix des légumes ne sont malheureusement pas les seuls à augmenter en ce début d'année. Les hausses des différentes matières premières vont être répercutées dans les semaines à venir. Ce sera le cas du pétrole, par exemple, courant février, sans doute. Ce sera aussi le cas d'un autre bien de consommation courant, le café, dont l'augmentation a été jusqu'à présent retardée, mais dont le cours a triplé entre le début et la fin de l'année 1976. Dans quelques jours, les étiquettes que vous voyez là auront changé, les prix qu'elles indiquent vont augmenter et souvent fortement. Le café crème du matin et peut-être aussi le sacro-saint express coûteront plus cher. Depuis un an, en effet, sur le marché des matières premières, les prix du café ont été multipliés par plus de 3. La raison principale, les cataclysmes qui se sont abattus sur certains pays producteurs. La Bolivie a subi d'effroyables tremblements de terre. Le Brésil, le producteur mondial numéro 1, a connu en juillet 1975 des gelées qui ont anéanti une partie des récoltes. Alors les réserves mondiales, qui représentent en général 2 ans de consommation de café, ont diminué. Puis la spéculation s'est emparée de cette nouvelle heure noire. À Londres, cette place importante pour la négociation du café et des matières premières en général, les capitaux ont afflué du monde entier. Le résultat, une hausse de 300% en un an. En France, le blocage des prix a différé cette hausse très forte au cours des derniers mois. Aujourd'hui, avec la fin du blocage, il faut bien se résigner à la subir et nous n'y pouvons rien puisque la France importe la totalité de son café. Selon les qualités, cette hausse variera en ce qui concerne le café vendu au détail de 15% au départ, c'est-à-dire à moins de 30%, voire 50% en plus dans les mois qui viennent. Seule solution pour refroidir les prix du café, en consommer moins. Les Américains se sont lancés dans des campagnes de boycott sur des thèmes comme celui-ci. Une fois par semaine, mettez du thé ou du chocolat dans votre tasse, mais pas de café.
Nous voulons que le camarade Deng Xiaoping retourne au travail. C'est l'un des slogans que l'on pouvait lire à l'occasion des manifestations qui viennent d'avoir lieu à Pékin pour le premier anniversaire de la mort du Premier ministre, M. Zhou Enlai. Ces manifestations étant en général téléguidées, dirons-nous, par les dirigeants au pouvoir, elles sont le plus souvent un bon indicateur politique. Et l'on peut donc s'attendre, dans les semaines à venir, à une réhabilitation plus ou moins complète de M. Deng Xiaoping, ancien vice-premier ministre et vice-président du parti, déjà 2 fois condamné et 2 fois réhabilité. Révolutionnaire de la première heure, vétéran de la longue marche, Deng Xiaoping devient rapidement le bras droit du président de la République chinoise, Liu Shaoqi, l'adjoint du Premier ministre Zhou Enlai et le secrétaire général du comité central du Parti communiste, poste qu'il occupera pendant 12 ans. Mais la révolution culturelle lui sera fatale. Les gardes rouges l'accusent de révisionnisme et de protéger les intérêts bourgeois. Après son autocritique, il disparaîtra de la vie politique. 6 ans plus tard, en 1973, à l'occasion d'une réception officielle, il réapparaît auprès du prince Sihanouk. Deng Xiaoping amorce alors son retour. En 1975, ayant retrouvé ses fonctions de vice-premier ministre, il est le numéro 3 chinois, candidat au poste de premier ministre, laissé plus ou moins vacant par Zhou Enlai, très fatigué, qui d'ailleurs mourra un peu plus tard. Mais les attaques reprennent. Jugé trop à droite, Deng Xiaoping, accusé par des manifestations violentes, est encore une fois démis de toutes ses fonctions en avril 1976. Aujourd'hui, dans un climat plus modéré, il tente un nouveau et second retour. 30 milliards de dollars sur 2 ans, c'est le coût du programme de relance économique présenté par le nouveau président des États-Unis, Jimmy Carter. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, dans son esprit, ce plan ressemble d'un peu loin d'ailleurs au fameux New Deal du président Roosevelt entre les 2 guerres. Ce programme, qui vise principalement à réduire le chômage, prévoit par exemple la mise en chantier de grands travaux publics et la réduction d'un certain nombre d'impôts. Ce sont les leaders du Parti démocrate qui ont eu la primeur du plan de relance de l'économie que Jimmy Carter mettra en œuvre dès le 20 janvier prochain. En effet, Carter sait qu'il aura besoin de l'appui du Congrès pour appliquer un ensemble de mesures destinées à réduire le chômage de 10% par le truchement de réduction d'impôts et d'augmentation des dépenses publiques. L'administration Carter agira dans 4 domaines. D'abord, crédits supplémentaires pour plusieurs grands projets avec comme but de relancer l'embauche dans les services publics. Remboursement en 1977 de 7 à 11 milliards de dollars d'impôts sur le revenu, surtout en faveur des citoyens dont les revenus sont faibles. Réduction des impôts en relevant le chiffre de revenus à partir duquel commence l'imposition. Enfin, allègement des impôts pour les sociétés, soit pour stimuler les investissements, soit pour relancer l'embauche. Ce plan est en fait un compromis entre 2 priorités, relancer l'activité économique et diminuer le chômage. Jimmy Carter a souligné la nécessité de rendre leur emploi à tous les Américains, mais il faut, a-t-il continué, que ces emplois soient utiles, et pour cela nous devons favoriser la reprise économique. Pendant sa conférence de presse, Jimmy Carter a aussi dévoilé que son vice-président, Walter Mondale, entreprendra une mission diplomatique dès l'arrivée au pouvoir de l'administration Carter. Ce voyage devrait le conduire en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, à Bruxelles et au Japon. M. Carter, tout en souhaitant lui-même rencontrer Léonid Brejnev, a indiqué qu'il n'effectuerait aucun voyage à l'étranger cette année. Avant de passer à l'affaire de Breuil, comme le titre vient de l'indiquer, une nouvelle du pétrole. Comme on s'y attendait, l'Arabie Saoudite, dont les prix sont les moins chers, va bien augmenter sa production. Cette décision est confirmée officiellement par le ministre saoudien du pétrole au journal libanais qui s'était fait l'écho d'ailleurs des premières rumeurs concernant l'augmentation de la production de ce pays. Affaire de Breuil donc, de rebondissement en rebondissement, le mystère s'épaissit et le doute s'insinue, alors que l'on pouvait penser dans un premier temps que l'enquête rondement menée avait permis de faire toute la lumière. Aujourd'hui, c'est une lettre qui relance la polémique entre la police et l'avocat de l'un des inculpés, M. de Ribemont. Relation d'affaires du prince de Breuil et qui serait l'un des instigateurs du crime. Cette lettre est une sorte de contrat au terme duquel M. de Ribemont, qui a contracté un emprunt auprès de M. de Breuil, verrait sa dette éteinte en cas de décès de son prêteur, le prince de Breuil. Cette thèse est celle présentée par la police. De son côté, l'avocat de M. de Ribemont prétend lui que ce contrat comporte une clause
annulant ces dispositions dans le cas où le prêteur, M. De Broglie, ne décéderait pas de mort naturelle. Dans ces conditions, bien sûr, M. de Ribemont n'aurait eu aucun intérêt à faire supprimer l'ancien ministre. Le document serait écrit par Patrick de Ribemont à la première personne en qualité de PDG de la RENPEDO, qui est adressé à Jean de Broglie. La phrase importante serait celle-ci: si vous décédiez, les actions de la RENPEDO me seraient restituées et la dette se trouverait éteinte. Si vous êtes d'accord, envoyez-moi le double de cette lettre contresignée. La police aurait trouvé un double de cette lettre contresignée par Jean de Broglie. Aucun commentaire. Cela veut simplement dire, quand nous, policiers, avons parlé de crime d'intérêt, ce que nous avions d'assez bonnes raisons. Cette lettre, puisqu'on a pris la liberté d'en parler, pourquoi ne pas la montrer? Impossible. Elle a été mise sous scellé et remise au juge d'instruction qui, lui, respecte la règle du secret. Mais les avocats de l'inculpé ont normalement accès au dossier. L'un des défenseurs de Pierre de Vargas est allé chez le juge pour voir le document et Maître Pignot raconte: « Monsieur Floch m'a dit qu'il ne pouvait actuellement donner aucune communication du dossier. L'avocat n'a donc rien vu. » Selon Maître de la Pradelle, défenseur de Patrick de Ribemont, ce serait encore plus compliqué. Il y aurait en réalité 3 lettres successives, 3 versions différentes de l'accord, toutes 3 contresignées par Jean de Broglie. Et dans ce cas, c'est la dernière, datée de janvier 1976, qui est valable. Dans celle-ci, selon l'avocat, la mort naturelle du créancier serait mise comme condition expresse de l'extinction de la dette. Et dans ce cas, voilà de nouveau le mobile invoqué détruit. Maître de la Pradelle peut-il montrer cette 3e version? Hélas non, elle est entre les mains du juge Floch, lequel respecte la règle du secret. Mais la police prétend que seule la première version de l'accord, datée du 4 décembre 1975, a été contresignée par le prince de Broglie. Dans ce cas, elle est la seule valable. Il n'y aurait dans celle-là aucune clause restrictive quant à la nature du décès de Jean de Broglie. Passons rapidement sur la version numéro 2, elle ressemble à la première, sauf que, précision importante, elle stipule que de toute façon, décès naturel ou non, M. de Ribemont devra verser 1,5 million de francs aux héritiers. Lettre numéro 1, la thèse policière du crime d'intérêt prend un petit air de vraisemblance. Lettre numéro 2 et lettre numéro 3, le mobile ne tient plus, les avocats triomphent. Laquelle sera retenue, seul le juge d'instruction pourrait nous le dire, mais il y a la règle du secret. En bref, le reste de l'actualité française, une lueur d'espoir dans le conflit entre les comédiens et les sociétés de télévision. À l'issue de la dernière réunion hier soir, le représentant des artistes CGT estimait que l'on s'était engagé sur la bonne voie. Une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine avec les représentants des 3 chaînes de télévision, des sociétés de production de privées et de la SFP, la Société française de production. 41 Mystère 20 vont équiper les gardes-côtes américains. Ce contrat que vient de passer la firme Marcel Dassault porte sur un montant total de 205 millions de dollars. Enfin, aujourd'hui à Nice, ouverture du congrès de la Fédération des socialistes démocrates. Son secrétaire général, M. Interman, ancien dirigeant du Parti socialiste, entend regrouper les Français hostiles à l'alliance socialo-communiste, mais qui sont également hostiles à l'actuelle majorité gouvernementale. La charte de la fédération a été adoptée cet après-midi. Elle réclame notamment une autonomie authentique des communes et la réforme des finances locales. Reprise du championnat de France de football cet après-midi avec la rencontre Saint-Étienne-Metz. Le match avait lieu en Lorraine et s'est terminé par un match nul, 0-0. Ce ne fut pas, dit-on, une rencontre très passionnante. Des incidents regrettables, comme l'on dit, au cours de la rencontre de jeu à 13 Carcassonne-Perpignan que vous avez peut-être suivi cet après-midi en direct sur Antenne 2. En fait, plutôt qu'à une rencontre sportive, les spectateurs et les téléspectateurs ont assisté à une véritable bataille de rue. C'était le match vedette du championnat de France de jeu à 13, entre Carcassonne et Perpignan, les 2 meilleures équipes. Pour la circonstance, Antenne 2 avait déplacé ses caméras de direct, ce devait être la fête. Mais le match a tourné court, perturbé par des règlements de compte qui n'en finissaient pas. Ce n'était plus du jeu à 13, mais du boxing rugby, et à ce jeu-là, ils étaient tous coupables. 2 équipes de mauvais garçons ont donc déshonoré 2 clubs et défiguré un jeu qui n'avait pas besoin de cela. Ironie du sort, 3 jours plus tôt, la commission de discipline de la fédération avait démissionné en bloc pour protester contre les mesures d'amnistie décidées par le président Moriès à l'occasion de sa réélection. Des mesures visant à blanchir les petites frappes du champ de jeu. Il y a déjà eu ces derniers temps Berck Tour de basket et Nice Bastia de football, avec la télévision pour témoin. Cette fois c'est trop, il est temps qu'en sport on applique la loi anti-casseurs. Le directeur de l'équipe de France de ski, M. Walter Trilling, a décidé ce soir d'aligner 6 coureurs français au départ
du prochain slalom géant comptant pour la Coupe du Monde et qui aura lieu demain dimanche en Autriche, à Garmisch-Partenkirchen. Cette décision marque un revirement dans la politique adoptée depuis le début de la saison, puisqu'en raison des mauvaises performances des skieurs français, la fédération avait décidé pour un moment de ne plus faire participer ses champions aux grandes compétitions. C'est-à-dire en attendant le nouveau départ des skieurs français, ce matin la descente homme de Garmisch a été remportée par l'Autrichien Franz Klammer. Si vous êtes amateur de sensations fortes, regardez bien cette descente de Franz Klammer. 2 minutes de suspense où Klammer frôle à tout moment la chute. La base de son style kamikaze, entre guillemets, est de laisser aller les skis le plus possible et de les contrôler au dernier moment. Pour se permettre ce genre de fantaisie, il faut bien sûr posséder une condition physique irréprochable. Ici, les jambes font office d'amortisseur. Ce numéro d'équilibriste, seul Klammer peut se le permettre. Lui bondit, les autres glissent. Le résultat sur cette piste de 3320 mètres, un avantage de plus d'une seconde sur le deuxième, qui est d'ailleurs un élève de ce ski touriste, l'Autrichien Winkler. Ça laisse rêveur. Demain soir en Argentine, premier Grand Prix automobile de la saison en Formule 1. C'est le champion du monde en titre, le Britannique James Hunt, qui a réalisé le meilleur temps aux essais devant le Français Patrick Depailler. En ce début d'année, Patrick Depailler n'est d'ailleurs pas le seul Français, nous allons le voir, à avoir rejoint la caste, disons, très fermée des grands champions automobiles. Élite réduite au strict minimum, la Formule 1 crée une caste de privilégiés. En effet, ils sont 20 pilotes seulement à posséder un contrat à plein temps avec une écurie pour l'année 1977. 2 Français appartiennent à ce club privé, Patrick Depailler et Jacques Lafitte. Un troisième est appelé à les rejoindre en cours de saison, Jean-Pierre Jabouille. Quant à Henri Pescarolo et Jean-Pierre Jarier, sociétaires à part entière de la Formule 1 plusieurs saisons de suite, ils sont provisoirement exclus de ce cercle fermé. Pourquoi? Comment? Il y a dans tous les pays du monde, et en particulier en France, énormément de formules de promotion qui ont fait éclore des pilotes qui sont tous très très bons et très valables. Et quand un constructeur a le choix à qualité égale entre un pilote qui amène un sponsor et un pilote qui n'en amène pas, bien évidemment, il prend celui qui amène de l'argent. Et je crois que c'est un problème qui est très critique en ce moment. Si certains sont mis involontairement en réserve de la Formule 1, d'autres s'apprêtent à gagner ce gratin du sport automobile. Parmi eux, Jean-Pierre Jabouille, que vous voyez ici sur l'Alpine Renault. Le bolide n'étant encore qu'un laboratoire roulant, l'apparition de ce duo 100% français n'est pas fixée avec exactitude. Champion d'Europe de Formule 2 l'an passé, Jabouille est attendu avec curiosité à ce niveau de la compétition. Pour l'instant, le seul équipage français à part entière est constitué par Jacques Lafitte et Saligier. Après un an d'apprentissage marqué par des performances intéressantes, comme la 2e place au Grand Prix d'Autriche, Lafitte et Ligier ne peuvent plus se contenter d'accessite. La voiture a subi une cure d'amaigrissement, le moteur a gagné quelques chevaux supplémentaires, et Lafitte possède l'expérience nécessaire pour jouer les troubles faits. Au stade où j'en suis, sensationnel pour nous tous. On a besoin de gagner. On a besoin de prouver que notre voiture est bonne, que notre écurie est bonne et bien organisée. C'est fondamental de gagner. Il faut qu'on gagne. Malgré l'optimisme de Ligier, le Français qui a le plus d'atouts pour s'imposer est Patrick Depailler. Son écurie, celle de Ken Tyrrell, est un modèle d'organisation. Sa voiture de conception révolutionnaire est l'une des plus efficaces. C'est le pilote de Formule 1 avec une cote donnée. Et je peux me louer. Si ça continue, je ne vois pas pourquoi je ne deviendrai pas champion du monde. Deuxième des essais du Grand Prix d'Argentine, Depailler est l'outsider numéro 1 du championnat du monde, derrière les favoris Lauda et Hunt. Depuis 2 ans, l'Autrichien et le Britannique dominent la Formule 1, et si Lauda a retrouvé tous ses moyens physiques, leur duel constituera encore cette année l'attraction. En réalisant le meilleur temps des essais ici en Argentine, James Hunt a marqué les premiers points dans ce duel. Lauda n'est pas loin pour autant. Malgré des ennuis mécaniques, il a réalisé le 5e temps. Entre les 2 hommes, on trouve Depailler, Watson et Mas. Suite des débats avec le coup d'envoi du Grand Prix demain à 20h.
Dans quelques semaines, la première chambre civile du tribunal de Paris prononcera son jugement dans une affaire d'internement arbitraire. Une histoire qui paraît à première vue incroyable, j'allais dire une histoire de fou. Un technicien atomiste, M. Michel Caralpe, placé d'office dans un établissement psychiatrique, réclame 50 000 francs de dommages et intérêts pour arrestation illégale et abus de fonction contre le commissaire de police qui avait pris l'initiative de cet internement. C'est alors qu'il était soigné chez lui pour dépression nerveuse que sa femme, qui avait introduit une instance de divorce, s'était présentée au commissariat de son arrondissement déclarant « Mon mari est fou et dangereux ». Un quart d'heure plus tard, le commissaire de police embarquait M. Caralpe pour l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Le médecin psychiatre diagnostique que M. Caralpe est bien en état d'aliénation mentale, compromettant sa sécurité et celle des autres. L'arrêté d'internement est alors signé par le préfet. La suite, c'est M. Caralpe qui va vous la raconter lui-même, et cela nous amènera ensuite à nous interroger sur la législation dans le domaine des internements. Le 10 mai 1975, c'est ici que j'ai été amené à la suite d'une dénonciation de mon épouse qui avait prémédité son coup, après plusieurs mois. Et la police est entrée chez moi le 9 mai au soir, alors que je me trouvais bien allongé en train de me décontracter chez moi, et m'emmenant sans aucune question, sans aucune enquête préalable, sans interrogatoire précis, m'emmenant rue Cabanis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Et le lendemain, sans que je sache pourquoi, j'ai été emmené à cet hôpital-là, ici, que vous voyez ici, qui paraît, à première vue, qui paraît être une maison de repos, comme on me disait. En fait, c'est là où j'ai vécu 46 jours, où j'en suis sorti le 26 juin 1975. L'histoire de cet homme qui estime avoir été interné abusivement sera jugée prochainement. Mais ce cas n'est pas isolé. D'autres affaires de ce type ont été rendues publiques dernièrement. Ainsi, André Lavable, jeune antillais qui avait décidé de retirer son fils d'un établissement où il était soigné pour dyslexie, se verra interné 2 mois en 1973 à la suite d'une plainte déposée par le médecin de son enfant. Motif: André Lavable présente des idées délirantes de persécution, son état nécessitant son placement dans un service psychiatrique spécialisé. Plus récemment encore, un professeur de mathématiques se plaint d'avoir été interné durant 11 ans à la place d'une autre personne. La loi dans son ensemble n'est pas contestable. En revanche, certaines imprécisions aboutissent à des cas humains douloureux. Mais que disent d'abord les textes? La loi du 30 juin 1838, qui régit toujours le principe des internements, prévoit que si un malade s'avère dangereux pour lui-même ou pour autrui, un certificat d'internement peut être signé immédiatement par un médecin quel qu'il soit. En fait, il existe 2 sortes d'internement. Premièrement, le placement volontaire. Il se fait à la demande d'un proche du malade, adressé directement à l'hôpital. La personne qui adresse la demande doit décliner son identité et être munie d'un certificat médical de moins de 15 jours, émanant d'un médecin totalement inconnu de ce proche. Une fois la personne internée, un avis est donné au préfet par l'hôpital. Le préfet en avise le procureur de la République et peut nommer un expert si la personne est placée dans un hôpital privé. Dans les 15 jours, l'hôpital doit envoyer au préfet un certificat médical détaillé. La sortie s'effectuera soit à la demande de l'hôpital, soit sur décision du préfet, soit à la demande de la personne qui a réclamé le placement. Deuxièmement, le placement d'office. Il s'effectue par décision préfectorale. 2 conditions sont exigées. Il faut tout d'abord que la personne soit reconnue malade mentale. Il faut ensuite que l'ordre public ou la sécurité des personnes soit compromis. Il faut enfin qu'il y ait un lien entre ces 2 conditions. En cas de danger imminent, le commissaire ou le maire peuvent décider de prendre des mesures sous 24 heures. Le préfet confirme ou infirme. Tous les 6 mois, le chef de l'établissement lui adressera un rapport médical. La sortie s'effectuera sur décision du préfet. En ce qui concerne les recours au placement d'office, il en existe 2. Le procureur de la République peut ordonner une enquête. Les parents ou un proche peuvent adresser une demande de libération au tribunal de grande instance. Le principal reproche qu'on puisse faire à la loi de 1838, c'est qu'elle organise contre les arrêtés d'internement d'office un contrôle a posteriori, c'est-à-dire quand le mal est fait. Le principal intéressé est suspect d'aliénation mentale, donc on ne prête guère attention à ses protestations. S'il n'a pas de famille pour protester à ses côtés, eh bien, on s'apercevra au bout d'un temps assez long qu'on avait peut-être eu tort de l'interner.
La météo, pour terminer. Demain, il fera beau sur les régions méditerranéennes et sur les Alpes du Sud avec les températures atteignant 12 degrés dans l'après-midi. Ailleurs, le temps sera assez nuageux et souvent très brumeux le matin. Les brouillards seront surtout nombreux dans le sud-est, l'est et le centre. Il y aura des pluies près de la Manche dans la matinée. Elles gagneront ensuite les régions du nord, les Ardennes et les Vosges. Et il neigera en montagne. Il y aura des gelées matinales dans le bassin aquitain, le massif central et l'est. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Hausse des légumes, le gouvernement n'interviendra pas. Manifestation à Pékin pour le retour de l'ancien ministre. La relance américaine pour réduire le chômage. Encore des blessés sur un terrain de sport. 22h40, le dernier journal d'Antenne 2.